Le moment où j'ai compris que ma petite sœur ne m'avait jamais vraiment aimée. Elle se tenait sur un toit terrasse dans une robe de mariée blanche immaculée tandis que des inconnus portaient un toast à son bonheur et que j'étais assise seule dans ma cuisine à fixer mon téléphone comme une étrangère observant la vie de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas été oubliée, j'avais été effacée délibérément. Le plus dur n'était pas d'avoir manqué le mariage, le plus dur était de comprendre qu'après tout ce que j'avais sacrifié pour elle, elle croyait toujours que j'étais la méchante de son histoire. Je m'appelle Valérie et j'ai 38 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que l'amour signifiait porter les autres même quand on a le dos brisé. J'ai appris cette leçon très jeune, surtout après le décès de ma mère dans un accident sur l'autoroute A7 quand ma sœur Chloé n'avait que 13 ans. J'en avais 23 à l'époque, je survivais à peine en licence à la faculté tout en jonglant avec 2 petits boulots et en essayant de construire mon propre avenir. Mais la nuit où nous avons enterré notre mère, Chloé s'est agrippée à moi sur le parking du cimetière et a pleuré si fort que son corps en tremblait. À partir de ce moment-là, j'ai cessé d'être simplement sa sœur, je suis devenue sa protectrice, sa source de revenus, son contact d'urgence et son parent de substitution, tout cela à la fois. Ces années-là se sont confondues de la manière la plus épuisante qui soit. Je travaillais le matin dans un cabinet d'assurance et le soir dans une brasserie qui sentait la friture et le café rassis. Certaines nuits, je rentrais si fatiguée que mes pieds me lançaient même après m'être allongée. J'ai appris à étirer 20 € pour tenir une semaine de course. Je sautais des repas pour que Chloé puisse avoir de meilleurs déjeuners au lycée. J'ai acheté sa robe de bal de fin d'année avec un crédit que j'ai mis presque 1 an à rembourser. Chaque anniversaire, chaque voyage scolaire, chaque frais d'inscription tombait d'une manière ou d'une autre sur mes épaules et je l'assumais parce que je l'aimais plus que mon propre confort. Chloé était brillante, le genre d'intelligence qui faisait sourire les professeurs quand ils prononçaient son nom. Elle voulait devenir architecte un jour et concevoir des villas de luxe dans les grandes métropoles. Je croyais en ce rêve presque plus qu'elle. Lorsque les lettres d'admission aux grandes écoles sont arrivées, j'ai pleuré dans la cuisine en les lisant pendant qu'elle sautait partout dans l'appartement en criant de joie. Les frais de scolarité étaient terrifiants, mais j'ai fait en sorte que ça marche. J'ai pris des gardes supplémentaires, j'ai vendu ma vieille Peugeot, j'ai vidé mes économies et j'ai signé des papiers de prêt avec des mains qui tremblaient de peur. Je me disais que c'était temporaire, qu'un jour elle réussirait et que nous pourrions enfin respirer. Quand Chloé a obtenu son diplôme à l'École nationale supérieure d'architecture, j'étais assise au fond de la salle pendant la cérémonie, portant la même robe noire que je possédais depuis des années parce que je ne pouvais pas m'en offrir une autre. Tout le monde autour de moi célébrait avec des fleurs et des dîners coûteux tandis que je vérifiais discrètement mon compte bancaire sous ma chaise pliante. Mais quand Chloé a traversé la scène en souriant avec des larmes dans les yeux, je me suis convaincue que chaque sacrifice en valait la peine. Puis elle a rencontré Bastien. Au début, il semblait charmant de cette manière polie et assuré que les gens confondent avec la maturité. Il portait des montres de luxe, parlait sans cesse d'opportunités d'affaires et agissait comme si chaque endroit lui appartenait dès qu'il y entrait. Chloé est devenue obsédée très rapidement. Soudain, chaque conversation tournait autour des plans de Bastien, des objectifs de Bastien, des opinions de Bastien. De petites remarques ont commencé à se glisser dans nos échanges après son arrivée. Chloé a commencé à m'accuser de la traiter comme une enfant. Elle disait que j'avais toujours besoin de tout contrôler. Elle affirmait que mon aide cachait des intentions inavouées. Ces accusations me faisaient mal parce qu'elles étaient absurdes. Je ne lui ai jamais demandé de remboursement, je n'ai jamais exigé de loyauté, je voulais seulement qu'elle soit en sécurité. Après que Chloé a décroché son premier emploi sérieux, j'ai acheté un appartement de standing en centre-ville à mon propre nom parce que son dossier de crédit était encore trop fragile. Murs en briques, baies vitrées du sol au plafond, vue magnifique sur les toits de la ville. L'endroit coûtait près de 450 000 € et j'ai signé chaque document moi-même. Chloé a promis qu'elle finirait par reprendre les mensualités une fois qu'elle se serait stabilisée financièrement. Je l'ai cru sans hésiter. J'ai même ouvert un livret d'épargne voyage pour elle parce qu'elle rêvait de faire le tour de l'Europe un jour. Petit à petit, toute ma vie financière s'est enroulée autour de la sienne. Avec le temps, j'ai cessé de remarquer tout ce que je prenais en charge. Les traites du prêt immobilier, l'électricité, Internet, les abonnements de streaming, les frais de parking, les assurances.
Tout était prélevé automatiquement sur mes comptes pendant que Chloé et Bastien construisaient une vie glamour en ligne remplie de dîners sur des rooftops et de photos de vacances filtrées. Pendant ce temps, je vivais toujours dans un modeste appartement avec de vieux appareils électroménagers qui grinçaient chaque nuit. Puis, un mardi matin, mon monde entier s'est effondré à cause d'une publication Instagram. J'étais dans ma cuisine en train de préparer du café avant de partir au travail quand le visage de Chloé est apparu sur mon écran portant une robe de mariée. Derrière elle, des guirlandes lumineuses brillaient contre un coucher de soleil urbain tandis que Bastien lui tenait la taille comme s'il jouait dans un film. La légende en dessous disait « J'ai enfin épousé mon meilleur ami, la plus belle nuit de ma vie ». Je me souviens avoir fixé l'écran si intensément que mes yeux me brûlaient. Ma tasse de café a glissé de ma main et s'est écrasée contre le plan de travail, s'éclaboussant partout sur le sol. Ma poitrine s'est serrée si douloureusement que j'ai honnêtement cru que j'allais m'évanouir. J'ai rafraîchi la page 2 fois parce qu'une partie de moi pensait avoir mal compris. Mais c'était bien là. Des photos de mariage, des invités qui riaient, des coupes de champagne levées pour célébrer. Je n'étais pas invitée, aucun appel, aucune explication, rien. Mes mains tremblaient pendant que j'appelais Chloé. Messagerie directe. J'ai rappelé. Messagerie. À la 6e tentative, Bastien a fini par décrocher en ayant l'air irrité plutôt que surpris. Il m'a demandé ce que je voulais encore d'un ton qui m'a frappé plus fort que le mariage lui-même. J'ai demandé à parler à ma sœur, mais il a ri doucement avant de dire qu'elle était occupée à faire la fête. J'ai demandé pourquoi je devais découvrir le mariage de ma propre sœur sur les réseaux sociaux comme une parfaite inconnue. Il y a eu un silence avant que Bastien ne prononce enfin la phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'honnêtement, il ne voulait pas que je sois là car je ramène toujours tout à moi-même et que Chloé en avait assez de se sentir contrôlée par moi. Contrôlée ? Ce mot m'a tordu l'estomac. Je lui ai rappelé que j'avais passé 15 ans à soutenir Chloé financièrement et émotionnellement. Avant que je puisse finir, Chloé a pris le téléphone. Sa voix sonnait d'une manière froide que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a dit que Bastien n'avait pas complètement tort et que j'interférais toujours sans jamais la laisser voler de ses propres ailes. Cette phrase a brisé quelque chose en moi parce que j'ai soudain réalisé qu'elle avait réécrit toute notre histoire dans sa tête. Chaque nuit blanche, chaque sacrifice, chaque paiement s'était transformé en preuve contre moi au lieu d'être une preuve d'amour. Je lui ai posé une question simple, à savoir si elle voulait que j'arrête complètement de l'aider. Elle a hésité assez longtemps pour que je comprenne la vérité avant même qu'elle ne réponde. Elle a murmuré que ce n'était pas la question. Mais c'était exactement de cela qu'il s'agissait. Pendant la semaine suivante, j'ai traversé la vie comme un fantôme. Je suis allée travailler, j'ai souri aux clients, j'ai répondu aux courriels et j'ai fait semblant que ma poitrine ne s'effondrait pas chaque fois que je pensais aux photos du mariage. La nuit, je m'asseyais à ma table de cuisine pour passer en revue les factures liées à la vie de Chloé. Les mensualités de l'appartement, les renouvellements d'assurance, les comptes de streaming, les frais de garage. Des milliers d'euros sortaient de mon compte alors qu'elle m'effaçait publiquement de sa vie. La prise de conscience est venue lentement, puis d'un seul coup. Il ne voulait pas de moi émotionnellement, mais il s'attendait toujours à avoir accès à tout ce que je fournissais financièrement. Ce week-end-là, je me suis rendue à l'appartement sans prévenir. J'avais besoin que Chloé me dise la vérité en face. Quand elle a ouvert la porte, les cadeaux de mariage couvraient encore le sol du salon. Bastien se tenait derrière elle, tenant déjà son téléphone comme s'il s'attendait à une confrontation digne d'être enregistrée. J'ai demandé directement à Chloé si elle croyait vraiment que je l'avais contrôlée toutes ces années. Elle a croisé les bras et a dit que je la faisais toujours se sentir redevable. Bastien a ricané en ajoutant que la vraie générosité ne s'accompagne pas de pression émotionnelle. J'ai regardé l'appartement de luxe que je payais et j'ai senti quelque chose en moi devenir enfin insensible. Les portes des appartements voisins s'entr'ouvraient à mesure que les voix montaient. Bastien continuait d'agir avec suffisance comme s'il avait gagné une bataille invisible. Chloé me regardait à peine dans les yeux. Puis Bastien a dit quelque chose qui a tout changé en affirmant que je n'étais pas son parent et que je devais arrêter de faire comme si elle me devait quelque chose pour une aide de base. Une aide de base ? Ce fut l'instant précis où mon chagrin s'est transformé en clarté. Je suis partie sans crier.
Je suis rentrée chez moi tranquillement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait la liste de chaque actif lié à mon nom. L'acte de propriété de l'appartement, le fonds de voyage, les réservations de billets d'avion, les services publics, les assurances, chaque compte, chaque paiement. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat nommé Maître Lefebvre que je connaissais par mon travail. Après avoir tout examiné, il m'a dit quelque chose de simple mais de puissant en confirmant que légalement, tout m'appartenait. Cette phrase a agi comme de l'oxygène entrant dans mes poumons après des années sous l'eau. En 48 heures, j'ai annulé le voyage en Europe, j'ai clôturé le compte d'épargne, j'ai résilié les contrats à mon nom et j'ai mis l'appartement en vente. Je n'ai pas menacé Chloé au préalable. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement arrêté de financer la vie imaginaire qu'elle s'était construite tout en me traitant comme un fardeau embarrassant. 4 mois plus tard, elle m'a appelé en pleurant depuis un numéro inconnu. Bastien avait échoué financièrement. Les contrats de sponsoring s'étaient effondrés. Les cartes de crédit étaient au plafond. L'appartement s'était vendu plus vite que prévu, les forçant à partir plus tôt. Finalement, Bastien a disparu complètement après avoir vidé le peu d'économies qu'il leur restait. Chloé semblait anéantie pendant cet appel. Elle s'est excusée à plusieurs reprises et a admis qu'elle avait laissé Bastien l'empoisonner contre moi parce qu'elle voulait désespérément se sentir indépendante et sophistiquée. Puis, elle m'a demandé si elle pouvait venir loger chez moi temporairement le temps de reconstruire sa vie. Pendant une fraction de seconde, mes vieux instincts sont revenus. Je voulais la sauver à nouveau. Je voulais tout réparer comme je l'avais toujours fait. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce moment où j'étais seule dans ma cuisine en train de regarder des inconnus célébrer le mariage de ma sœur tout en réalisant que je n'avais jamais été vraiment considérée comme un membre de sa famille. Alors, je lui ai dit non. Pas avec colère, pas avec cruauté, juste avec honnêteté. J'ai expliqué que l'amour sans respect finit par devenir de l'autodestruction. Je lui ai dit que j'avais passé trop d'années à m'abandonner pour sauver quelqu'un qui ne m'avait jamais protégée en retour. Elle a pleuré plus fort après cela, mais je suis restée ferme. Quand l'appel a pris fin, j'ai bloqué le numéro et je me suis assise tranquillement près de ma fenêtre en regardant la pluie glisser sur la vitre. Ces jours-ci, ma vie est paisible d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis acheté un appartement plus petit pour moi seule. Je passe mes week-ends à lire dans des cafés, à faire de la randonnée avec des amis et à dormir sans avoir le poids d'une panique financière sur la poitrine. Parfois, je pense encore à Chloé, mais je ne confonds plus le sacrifice avec l'amour. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale complexe et douloureuse que l'on appelle souvent le syndrome du sauveur. Valérie a endossé le rôle de parent bien trop tôt, sacrifiant sa propre jeunesse et sa stabilité financière pour offrir un avenir à sa sœur Chloé. Cependant, le piège de la générosité extrême est qu'elle finit parfois par créer un ressentiment invisible chez celui qui reçoit. Chloé, au lieu de ressentir de la gratitude, a transformé son sentiment de dette en une perception de contrôle étouffant, encouragée par un partenaire toxique qui cherchait à isoler sa proie. La leçon fondamentale ici est que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui utilise votre aide comme une arme contre vous. Le véritable acte d'amour-propre pour Valérie n'a pas été de couper les ponts par vengeance, mais de cesser de nourrir une illusion qui la détruisait. En posant des limites fermes, elle a enfin récupéré sa propre vie. Il est essentiel de comprendre que l'amour familial n'est pas un chèque en blanc pour le manque de respect. Parfois, le plus grand service que l'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de le laisser faire face aux conséquences de ses propres choix. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été dans une situation où, malgré tous vos efforts pour aider un proche, vous avez fini par être perçu comme le méchant de l'histoire ? Comment avez-vous réussi à poser vos limites ? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même épreuve aujourd'hui.